Voilà, ça démarre. Bienvenue à ma chaîne Les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Donc, je suis Mila Adamcha, je suis coach, formatrice et consultante. Aujourd'hui, lors de notre rendez-vous Les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, vous avez Héloïse Bourlet qui est là. Héloïse, elle est consultante pour les CEO de TPE. Elle les accompagne à mettre en place une délégation performante et scalable, qui veut dire qui a du potentiel de croissance, pour libérer leur taux de croissance. Donc, je vous présenterai Louise un peu plus après notre passage obligé sur les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Voilà, Héloïse, merci pour ta présence, d'accepter ce rendez-vous avec nous et de nous partager en toute simplicité et authenticité ta vie d'entrepreneur. Est-ce que tu pourrais nous partager et partager aux personnes qui nous écoutent des moments de haut et de bas de ta vie d'entrepreneur et lors des bas, comment tu as fait pour te relever. Voilà, nous t'écoutons. Bonjour Mila, déjà merci beaucoup pour cette invitation. C'est vrai que c'est important pour moi quand on devient entrepreneur de bien comprendre le chemin qu'on a fait. Et ce que j'avais envie de vous partager finalement, c'est presque avant la vie entrepreneuriale, mais c'est quelque chose qui m'a construit et qui a fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Ce que j'avais envie de parler, c'est le fait que pendant des années, je me suis considérée complètement débile. Alors c'est issu évidemment de l'enfance, comme beaucoup, quand on a un manque de confiance ou même d'estime de soi, c'est souvent lié à ce que nous ont renvoyé nos figures d'autorité, que ce soit nos parents, que ce soit l'école, tout simplement. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, j'étais extrêmement stressée par tous les contrôles. Dès qu'on me disait on va t'évaluer, moi ça m'amenait énormément de stress. J'avais ma mère qui inventait toujours plein de choses en pédagogie pour me faire progresser, soi-disant, mais en fait moi ça me rajoutait du je fais des choses pour toi donc tu dois y arriver. Et dans mon parcours d'école, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un professeur qui disait vas-y Héloïse, on compte sur toi, on voit que tu bosses, tu vas y arriver, et le trimestre d'après, les notes s'écroulaient parce que je me mettais tellement de pression pour être à la hauteur de ce qu'on attendait de moi qu'au final, au contrôle, j'étais paniquée, j'oubliais tout. Souvent, quand on est en mode panique, et vous connaissez peut-être ça encore aujourd'hui, on a le cerveau qui se met à l'arrêt et en fait, tout ce qu'on est censé savoir, toutes nos compétences, elles partent. Comme par magie, alors mauvaise magie, je sais pas comment on dit, par sorcellerie. et finalement, on n'arrive plus à rien. Et moins j'avais de résultats, moins j'avais confiance, et ça a duré comme ça pendant des années. Au collège, j'étais plutôt dans un collège assez huppé, même si c'était du public, où finalement ceux qui étaient rejetés, c'était pas les bons, comme beaucoup d'écoles, c'était les mauvais, entre guillemets. Et moi, je faisais partie de ceux-là, donc j'ai beaucoup été rejetée, alors pour d'autres raisons aussi, mais il y avait notamment celle-là. Donc on continuait à me renvoyer le fait que je n'étais pas très douée, pas très intelligente, les questions que je posais étaient pas top. Donc je suis arrivée, j'ai fini mon bac quand même en bachotant comme une folle après avoir doublé ma première. Fallait que je l'aie. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que je pouvais réussir des exercices. Et ça a même été un jeu pour moi de m'entraîner pour le bac, parce que je me rendais compte que ça m'amusait. Ça m'amusait cérébralement de travailler sur des choses compliquées finalement. Compliquées, j'étais en bac S, donc c'est vrai que quand on attaquait les maths ou la physique, il y avait un certain niveau, en tout cas à l'époque. Et, et donc, j'ai finalement réussi très bien mon bac, en tout cas dans ces matières-là, parce que c'était devenu facile et fluide pour moi. Et j'avais pas la pression pendant toute la préparation. Et donc, finalement, sans pression, j'y arrivais mieux. Et arrivé au bac, j'avais pas de pression, j'avais l'habitude, entre guillemets, de traiter ces sujets. Alors, j'ai quand même fait un bac plus 5 derrière, à la faculté. Je commençais par la bio. Alors, c'est super la bio, c'est hyper intéressant, mais il y a peu de métiers à la sortie. Donc, c'est là où j'ai commencé à majorer des amphis. De 600 personnes, je m'étais retrouvée première de tout l'amphi. Mais dans ma tête, j'étais toujours débile, donc c'est juste parce que j'avais bien travaillé. C'était normal. Puis arrivé en dernière année, je me suis retrouvée seconde de promo. Mais pareil, quand on a une croyance qui est ancrée,
on a beau avoir des preuves qu'elle est fausse, et toi qui travailles en tant que coach, tu connais bien ça, quand on a une croyance qui est là, toutes les preuves qu'elle est fausse, on va chercher des bonnes excuses pour dire oui mais non, c'est un cas particulier, oui mais non, c'est pas ça. Et en fait, se conforter dans cette croyance-là, parce que notre cerveau, il aime l'homéostasie, il aime la stabilité dans ce qu'on croit. Et donc, il préfère revenir à la croyance. Donc, je suis arrivée dans le monde du travail avec cette croyance-là. Et moi qui fais beaucoup de management, les premières fois où j'ai managé, quasiment au début, on m'a mis quelqu'un en responsabilité. Bah, j'étais hyper dure avec lui. Parce que si moi, j'arrivais à comprendre ce qu'il fallait faire, évidemment, lui, il devait y arriver puisque j'étais débile. C'était simple. Sauf que pour lui, pas du tout. Il avait énormément de mal. Et moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait du mal. Et donc ça a duré quelques années. J'ai eu, dans les entreprises où je suis passée, des réussites et puis des échecs. Et toujours les échecs, c'est quand je me faisais pas confiance. Quand j'arrivais dans un contexte où j'étais en période d'essai, j'avais extrêmement peur de ne pas y arriver, par exemple. Et ça, souvent, la façon dont on se voit, l'image qu'on a de soi, va faire qu'on va réussir ou pas la chose qu'on est en train d'entreprendre. Et ça, pour un entrepreneur, c'est extrêmement important de le savoir. C'est pas le client qui va nous donner confiance, parce que j'étais chez des clients à l'époque, j'étais en B2B. C'est pas l'autre personne, c'est soi. Et si soit on a confiance, bah, ça peut fonctionner. Et si soit on n'a pas confiance, bah, y a toujours quelqu'un qui va nous écraser ou qui va faire en sorte qu'on ne réussisse pas. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. J'ai eu des problématiques avoir du mal à prendre ma place, avoir du mal à montrer ce que je savais faire vraiment. Et il y a d'autres moments où ça se passait extrêmement bien parce que j'étais en confiance, je prenais toute ma place, je prenais les choses en main et les clients étaient contents. Et il y a eu un dernier échec où on m'avait mis en vraiment responsabilité face à une équipe, mais un manager qui ne lâchait pas les choses au-dessus, qui ne me laissait pas prendre ma place face à l'équipe. Et moi, j'étais pas en confiance parce qu'il me donnait pas confiance, il me montrait pas que je pouvais prendre cette place-là de manager d'équipe. Et donc, ça a été compliqué pour moi et finalement, ça a complètement foiré. Je suis partie en vacances. Et puis quand je suis revenue, ils m'ont dit, mon ami, quelqu'un à ta place. Et ce jour-là, alors j'en ai pleuré évidemment, hein, ce jour-là, je me suis dit, mais plus jamais je ne me ferai pas confiance parce que ça a été un déclic pour moi de me dire, mais quand tu te fais confiance, tout roule. Quand tu te fais pas confiance, tout foire. Alors ça suffit maintenant, tu vas te faire confiance. Et j'ai changé pour la dernière fois d'entreprise. Je suis arrivée dans un gros groupe où j'ai passé 7-8 ans, je crois, et où là, j'ai gravi tous les échelons. Donc, à nouveau consultante chez des clients, et puis je suis passée responsable d'équipes de plus en plus grosses, des projets de plus en plus gros, jusqu'à aller sur des projets de plus d'1 million. Et là, ça s'est très bien passé parce que tout du long, j'ai voulu prendre cette place enfin, en tout cas, j'ai voulu me faire confiance. Et il y a notamment quelque chose qui a tout changé dans ce parcours-là. C'est la rencontre d'une manageuse, et comme quoi le management et la façon dont on traite les personnes qu'on manage, ça peut tout changer. Cette femme m'a dit, ah mais toi Héloïse, t'es comme moi, tu comprends toujours tout avant tout le monde. Et le problème, quand on comprend tout avant tout le monde, c'est quand on essaye d'expliquer ce qui va se passer à quelqu'un, que ce soit le client qui n'a pas encore fait tout le chemin que vous avez fait, que ce soit une personne au-dessus de vous ou un ami, hein, c'est qu'il va vous dire mais non, il va toujours critiquer, il ne va pas vous suivre. Et vous allez essayer d'expliquer par X, Y raison pourquoi vous êtes arrivé à cette solution. Mais en réalité, c'est plein d'aspects, plein de petits facteurs qui fait que vous avez compris un peu cette intuition, que vous avez compris qu'il va se passer telle ou telle chose, et donc il faut faire attention à ce que vous êtes en train de mettre en place, où il va falloir mettre en place des choses différentes. Et moi, c'est ma grande force, c'est que je suis capable de faire des liens structurels très forts, je vois très haut niveau, et résultat, je suis capable de dire, attention, là, il faut faire comme ci, là, il faut faire comme ça, et mettre en place une structure qui fonctionne. Et donc, quand j'ai compris ça, alors évidemment, ça a été le début des tests pour le haut potentiel, de remise en question, d'essayer de compréhension profonde de qui j'étais. Et donc, ça a été le début finalement du basculement vers l'entrepreneuriat au fil du temps. J'ai fait une deuxième rencontre d'un autre manager qui m'a dit « Mais Héloïse, toi, il faut que tu sois en responsabilité de projet. Tu prennes la direction des projets. » Donc pareil, j'ai basculé, enfin j'ai fait en sorte que l'entreprise me bascule sur ces responsabilités-là. Et puis, je suis arrivée au poste qui m'a formée et qui m'a permis à un moment de me dire « Ok,
j'adore ce que je fais, mais ce que je préfère, c'est le management. Ce que je préfère, c'est faire grandir les personnes, faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans leur travail, et je veux en faire de ça mon métier. J'en ai marre de la responsabilité de projet pur, j'en ai marre d'être dans ces grosses structures, je veux être à mon compte, et je veux accompagner les personnes à faire ce chemin que j'ai fait moi, vraiment vers l'épanouissement. Et c'est pour ça que je suis devenue consultante à mon compte, j'ai basculé dans l'entrepreneuriat, et qu'aujourd'hui j'accompagne les CIO à prendre leur place de CIO, à manager correctement leurs équipes pour qu'eux ils prennent leur place de CIO, mais que leurs managers aussi puissent prendre leur place de responsabilité dans l'entreprise pour pouvoir avoir une croissance euh, très très puissante de l'entreprise, si tu veux. Super. Donc, le déclic pour toi, lorsque tu as changé ta façon de voir les choses, c'est à ce moment-là précisément que tu as, on peut dire que tu as changé les choses, que tu as basculé du moment où tu n'avais pas confiance en toi à prendre confiance en toi. Tu t'es juste, est-ce que tu t'es juste dit, bon, c'est bon, j'ai confiance en moi et c'est venu tout seul, ou est-ce que tu as fait des choses en particulier? Je pense que j'ai appliqué quelque chose que j'ai appris après, fake it until you make it. Je pense qu'il y a un moment, je me suis dit, stop, regarde ce que tu es capable de faire, regarde tes compétences, arrête de douter, fais, et puis tu verras après. Et à partir de là, j'ai juste fait les choses. J'ai arrêté d'essayer de revendiquer que je pouvais faire, j'ai fait. Et je me suis prouvé au fil de l'eau que j'étais capable. Donc c'est par l'action que j'ai doucement modifié cette croyance-là. Alors évidemment, le manque d'estime de moi était quand même encore présente, et arrivé dans l'entrepreneuriat, il est revenu à la charge parce qu'on se retrouve dans un contexte où tout est nouveau, on n'a pas d'autres personnes autour de nous euh, pour se comparer ou pour évoluer avec eux, on est seul. Seul face à son entreprise, seul face à tous les challenges énormes qu'on a en face de nous. Donc j'ai pris un coaching, j'ai découvert, enfin j'étais coach, mais je me suis pris mon propre coaching, et on a énormément travaillé sur l'enfance, l'estime de soi, quelles étaient mes forces, quelle était ma zone de génie. Et c'est comme ça que j'ai fini ce travail-là, et que j'ai vraiment compris que tout se jouait au niveau de l'estime et de la vision de soi. Qu'à partir du moment où on avait une bonne vision, bah, tout était possible. Et surtout, l'autre déclic que j'ai eu, c'est me dire, ok, il y a mes compétences, il y a ce que je sais. Et là-dedans, personne ne peut me remettre en question. Et il y en a contesté. C'est non, je sais ce que je fais. Par contre, il y a d'autres choses où je ne suis pas compétente, et c'est ok. Et il y a des sujets où j'ai même pas envie de monter en compétence. J'ai envie de comprendre. J'ai envie d'avoir le background nécessaire pour comprendre et challenger. Typiquement, le marketing. Hein, tu me connais très bien. Tu sais que c'est pas mon truc. J'ai envie de comprendre, mais je n'ai pas envie de faire, et j'ai pas envie de devenir une experte en marketing. Je m'entoure d'experts et je leur dis, ok, allez-y. Faites en sorte que moi, je brille dans mon domaine de compétences. Et je pense que c'est ça qui fait du mal à beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'on nous dit, alors, mets en place des tunnels de vente, apprends à faire. Et puis, apprends la com, apprends LinkedIn, apprends Instagram, apprends le copywriting, sois bonne coach pour tes clients. Euh, voilà, et apprends, 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 apprends. Après, on essaye d'apprendre le management, à déléguer. Et puis, il y a toujours des nouvelles choses. Et finalement, il y a des choses où ça nous éclate de monter en compétence. Il y a des choses, ça m'éclate de me dire, ah, ce truc-là, j'ai envie de foncer. Et il y a d'autres choses où on se dit, mais en fait, ça sert à rien. Je vais ramer, ramer, ramer. J'atteindrai jamais le niveau nécessaire par rapport à là où je veux emmener mon entreprise. Et c'est là où la délégation est hyper importante, d'accepter d'avoir meilleur que soi. Et je pense que la confiance, c'est ça, c'est d'accepter sa zone de génie. Et puis, la zone où on n'est pas bon, c'est OK en fait. Ah, super. En fait, ce que tu nous dis à travers ton histoire, c'est que la confiance en toi, elle est liée à ta capacité à passer à l'action, euh, à, à faire des choses qui démontrent tes compétences. Et c'est comme ça que tu vérifies que tu es capable et que finalement, ça solidifie ta confiance en toi. C'est comme ça que je le vois. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes qui, on a différentes façons de gagner en confiance en soi.
Il y a plein de façons. Et pour certaines personnes comme toi et Louise, ben, il y a besoin de passer à l'action, de mettre en place des choses et se démontrer qu'on est capable. Ouais. Et- Voilà. Et tu as raison aussi que ça fait partie aussi des qualités de l'entrepreneur, de savoir, de se connaître et de savoir ses limites et de voir dans quoi on est bon et en quoi on est le meilleur dans son domaine et de le faire et ensuite de lâcher prise et de pas hésiter à déléguer ce pourquoi on sait qu'on n'est pas bon ou c'est pas notre truc ou on n'a pas le temps pour de reconnaître ça et de le déléguer et même si ça constitue un investissement financier, vous vous y retrouverez sur le long terme parce que vous serez, comment dire, déchargé de quelque chose qui vous épuise, qui vous prend toute votre énergie et ça vous tire vers le bas au final de faire des choses qui ne vous plaisent pas ou qui sont pas dans ce que vous aimez faire et de le déléguer, je trouve que c'est un excellent investissement sur le long terme. Et vous y retrouverez à un moment donné. Et après, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous direz, mais comment ça se fait que je n'ai pas délégué plus tôt? J'ai perdu du temps, j'ai perdu au final de l'argent à vouloir économiser. Et au final, si on fait le calcul, ben, on en perd hein, de ne pas déléguer ce qu'on n'aime pas faire. Et puis au final, d'être concentré toute son attention et son énergie dans ce qu'on aime faire pour pouvoir développer, faire croître son entreprise et ses résultats. Donc, La courbe, j'aime bien l'expliquer pour illustrer la courbe de la réussite. C'est assez plat, c'est une courbe exponentielle. Elle est assez plate et d'un coup, elle monte. Et si on essaye désespérément de monter en compétence, bah, ça va rester plat très longtemps. Alors que si on prend un expert qui va tout de suite nous faire monter un palier, bah, ça va s'accélérer. Et ça, faut le comprendre, ça a un coût au départ, mais par contre, par rapport à l'accélération pour votre business, vous allez gagner énormément. Donc, il faut trouver le juste milieu pour pas aller sur du trop cher non plus pour vous mettre à risque, mais quand même d'accepter de partir vers quelqu'un bah, de quand même compétent plutôt que d'essayer d'acheter plein de formations où on y met de l'argent et finalement le résultat, bah, le temps de monter en compétence, ça va mettre beaucoup de temps. tout à fait. Et donc, toi, ce qui te passionne, toi, Héloïse, c'est la structuration d'entreprise, le management. Cela s'ancre dans 15 années d'expérience en tant que consultante auprès de grands groupes leaders du marché. Tu as géré des projets, des équipes de grande envergure et réalisé du conseil en analyse business. Donc aujourd'hui, pour aider les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux donner, comment dire, des conseils pour les entrepreneurs, les entreprises, les TPE à mieux structurer et développer fortement la croissance de leur entreprise? Ouais. Il y a une première chose que j'ai envie de dire. Ce que je vois beaucoup, c'est des entrepreneurs qui se prennent un plafond de verre ou alors qui s'épuisent parce qu'ils ont délégué, ils ont fait le jeu de la délégation. Mais ils ont pris énormément d'exécutants et c'est eux qui continuent à définir toutes les stratégies, qui prennent toutes les décisions. Et j'ai des clients comme ça qui s'épuisent et finalement les collaborateurs, même les bons qui pourraient grimper, ils prennent pas l'habitude d'être autonomes, en responsabilité. J'en parlais encore à un ami commun ce matin qui est client aussi, qui me disait mais c'est pas possible, un tel, en fait, à chaque fois qu'il détecte quelque chose, il me renvoie la patate chaude. Et donc là, on est en train de travailler sur comment faire en sorte qu'il se responsabilise et qu'il garde la patate et qu'il la traite, la patate, au lieu de la renvoyer au CEO. Mais ça demande, à un moment donné, en tant que CEO, de faire confiance et de mettre en place finalement un autre type de délégation. On ne va plus déléguer des tâches, on va déléguer des responsabilités opérationnelles. Donc on va prendre des gens meilleurs ou alors faire monter ceux qu'on a aujourd'hui s'ils sont capables en responsabilité de pôle. Et finalement, nous en tant que CEO, on va se mettre au-dessus, on va définir les objectifs stratégiques, on va définir
les grandes stratégies et on va surtout manager, challenger les personnes en dessous pour qu'ils puissent exécuter les objectifs opérationnels et gérer les exécutants. Et à partir du moment où on a cette structure pyramidale, qui est une structure que je ne sors pas de nulle part, c'est celle que moi-même j'ai mis en place sur les projets quand ils ont commencé à trop grossir. Et finalement, c'est le modèle qu'on va retrouver dans les startups, c'est le modèle qu'on va retrouver dans toutes les grandes boîtes. On a des managers intermédiaires, le dirigeant au-dessus. Et à partir du moment où on en est là, on est scalable. Parce que s'il faut faire augmenter l'équipe, c'est les managers de pôle qui vont s'en occuper. Nous, le CIO, on est concentré à développer les stratégies de business, à faire des partenariats peut-être sur le marketing, sur des choses comme ça. En gros, on s'occupe de la croissance. Et en dessous, ça gère tout l'opérationnel. Et s'il faut recruter, faire grossir, on a des managers de pôle qui peuvent le faire et qui font monter en compétence les personnes. Donc ça, c'est la première chose, c'est comprendre que pour scaler, la première chose à faire, c'est de mettre en place la structure d'entreprise qu'il faut. Quand on met en place cette structure, tu parlais de structuration. Structure veut dire aussi bien clarifier les rôles et responsabilités. Qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? On passe souvent par des fiches de poste, par des organigrammes, des choses pour que chacun sache exactement qu'est-ce qu'il a à faire et jusqu'où il est en autonomie. Et plus ça va aller, plus on va augmenter ce niveau d'autonomie. Et ensuite, il faut avoir des process dans l'entreprise qui soient clairs, efficients, le plus simple possible, mais opérationnel comment, voire automatisé si besoin, pour que tout roule dans l'entreprise. Et dans ces process, on intègre aussi le niveau de validation du dirigeant. Parce qu'il y a des endroits où il va quand même vouloir valider les choses. Et ça, il faut le prévoir dès le départ. Comme ça, le collaborateur, il est autonome. On n'a pas besoin de lui demander « t'en es où, qu'est-ce que tu as fait, montre-moi ce que tu as fait ». Non, il sait qu'il travaille jusqu'à un certain moment. Et à un moment donné, il nous fait valider en tant que CEO. Et donc ça, c'est important de réfléchir ces process. Ils doivent être clairs. Et la dernière chose à mettre en place, c'est le macro-pilotage. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui ont un mode solo où ils ont tout dans la tête ce qu'il faut faire. Et puis ils délèguent, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Alors tous les matins on fait la petite réunion, puis on donne à tout le monde les tâches. Faut apprendre à mettre en place des outils de pilotage. Donc il y a des Asana, des Monday, moi je suis très Monday, il y en a plein. Et ensuite, nous, en tant que dirigeants, donc ça, c'est les managers de pôle qui vont gérer les personnes en dessous via ces outils-là. Et nous, en tant que dirigeants, on a ce qu'on appelle un macro-pilotage, du reporting, c'est-à-dire qu'on nous remonte ce qu'il faut qu'on nous remonte, le juste nécessaire, c'est au CEO à le définir, pour avoir une vue sur ce qui se passe en dessous, garder le contrôle qu'il faut. Évidemment, on ne part pas à Bali, mettre les pieds dans l'eau après avoir mis des managers de pôle. On a besoin de savoir ce qui se passe, mais le juste niveau d'incident, de risque, d'avancement. Et le reste, on le laisse gérer. Et il y a les outils, on a donné ce qu'il faut aux personnes opérationnelles pour que ça se passe bien. Donc, voilà les trois conseils, finalement, les trois grandes choses à mettre en place si on veut que demain, on puisse prendre un expert marketing qui nous envoie la sauce, on prend un expert closing qui nous envoie la sauce en closer. Donc, on a la sauce de client et on sait que la structure entreprise va tenir et que nous, en tant que dirigeants, on ne va pas finir en burn-out. Tout tient. Et là, c'est bon, la croissance, elle est libérée. Super, merci pour ces bons conseils, Héloïse. C'est chouette d'avoir ces conseils pour anticiper sa croissance. Et je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup, je pense, qui ont peur de la croissance, justement, parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur après, d'être assez structuré, d'avoir ce qu'il faut pour répondre à la demande, à la clientèle. Donc, avec Héloïse, vous allez pouvoir structurer tout ça, solidifier tout ça et faire en sorte que toutes les fondations soient posées pour qu'ensuite vous allez pouvoir faire développer votre entreprise avec une forte croissance. Et à ce sujet, Héloïse, elle est très généreuse. Elle vous, pour les personnes qui ont écouté notre interview et qui sont intéressées de développer leur entreprise, qui ne savent pas comment se structurer, comment manager, comment recruter.
vous pouvez du coup profiter de cette occasion unique où Héloïse, elle vous propose 1 heure pour aller en profondeur, pour comprendre votre structure et voir votre potentiel de croissance. Elle verra avec vous les points stratégiques pour assurer une réelle croissance sans affecter l'excellence opérationnelle. Voilà, donc voici ce qu'elle vous propose. Et pour cela, je vous propose de la contacter. Elle est sur un peu tous les réseaux sociaux, mais là sur LinkedIn, vous pouvez la contacter en message privé ou bien sous cette vidéo. Vous pouvez aussi nous poser toutes vos questions et nous vous répondrons, Héloïse et moi, avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions, que ce soit en message privé ou sous cette vidéo. Tu aurais quelque chose à ajouter, Héloïse, avant qu'on se quitte? Ouais, j'ai envie d'ajouter un dernier point parce que tu parlais des personnes qui ont peur de grossir et donc d'avoir de la croissance, qui ont parfois peur de manager des personnes. Pour relier au premier sujet, moi j'ai constaté que plus les personnes ont des capacités, plus elles sont intelligentes de fait, moins elles ont confiance en elles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont conscience de l'étendue de ce qu'elles ne savent pas. Et tout ce qu'elles savent, pour elles, c'est logique, normal, tout le monde l'a. Alors que c'est pas vrai. Et vous, en tant que CEO, prenez conscience de toutes vos compétences. Prenez conscience que vous avez des points d'amélioration et faites-vous accompagner pour ça, par Mila, par moi, par d'autres personnes qui sont en capacité de vous accompagner, pour vous faire acquérir les dernières compétences qui vous manquent. Mais prenez conscience de toutes les capacités que vous avez déjà. Et faites aussi prendre conscience à vos collaborateurs des capacités. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire. On en avait parlé quand tu étais passé sur le podcast. Alors, l'épisode sortira plus tard. Tu parlais de collaboratrices, je crois, c'était des femmes, que vous aviez eues avec David, qui ont grandi très vite dans l'entreprise, puis à la fin, elles ont voulu être entrepreneuses. Et je t'avais dit, mais ça, il y a des chances que c'était des A-players juniors qui n'avaient pas conscience de leur capacité. Avec vous, ils s'en sont rendus compte, puis à la fin, ils ont voulu créer leur business. Et vous, en tant que CEO, je vous encourage à prendre ces profils-là, parce que plus vous allez leur donner confiance en eux, plus ils vont vous en donner en contrepartie, parce qu'ils vont se voir évoluer, ils vont s'engager à fond dans votre business, ils vont grandir avec vous. Donc vous aurez énormément de performance, de productivité, etc. Ils embarquent naturellement les autres aussi dans leur motivation. Et là, vous avez un gain business énorme avec ces personnes-là. Simplement en jouant ce rôle de leur faire du feedback pour leur dire c'est bien ce que tu as fait. Ah, j'ai vu que tu avais évolué là-dessus. Tiens, je vais te donner quelque chose en plus. Et doucement, vous leur faites grimper les marches de plus en plus grandes pour qu'ils montent en responsabilité. Et ça, c'est génial parce qu'ils vous accompagnent dans cette croissance-là. Et donc, vraiment, quand vous manquez de confiance en vous, vous avez cette capacité à détecter ça chez les autres parce que vous allez vous reconnaître. Moi, je les reconnais tout de suite. On a une collaboratrice que j'avais recrutée qui continue à être avec moi. J'ai tout de suite vu que c'était une A-player junior dans ses mots, ouais, je m'ennuie vite, il faut que j'ai plein d'activités, etc. On les repère et ceux-là, on les pousse. Donc, si vous êtes comme ça, détectez-le chez vous, détectez-le chez les autres et vous verrez que ça va dérouler. Donc, la confiance en soi, vraiment, ayez en tête, plus les gens vont se la jouer à dire je maîtrise tout, en général, moins c'est vrai. Et plus ils vous disent oui, mais vous sentez un manque de confiance, sauf s'ils ont travaillé sur eux, évidemment. Mais s'ils n'ont pas travaillé sur eux, c'est qu'au contraire, vous êtes chez quelqu'un qui a des bonnes capacités. Et appuyez-vous sur eux. Voilà, pour finaliser, parce que tu m'as fait popper ce truc-là et je le trouve hyper important. Oui, merci Héloïse pour ton retour très, très judicieux. C'est vrai qu'à l'époque, ça remonte à 10 ans en arrière, j'avais pas conscience de tout ça, qu'il existait des profils de
personne qui avait ce profil de A-player qui remplace, qui pourrait manager les équipes et tirer tout le monde vers le haut et nous seconder en tant que CEO. J'ai vraiment des fois quand j'y repense, j'ai des regrets qu'elle soit partie parce que c'est des personnes qu'on appréciait beaucoup. Et c'est vrai que si c'est à refaire, ben, on ferait différemment. Mais oui, clairement, hein, je reconnais nos erreurs. On n'a pas été assez fort en anticipation de poste, en délégation de responsabilité et d'intéresser la personne financièrement pour qu'elle ait la motivation de développer notre entreprise comme si c'était la sienne au final. Ouais, Donc c'était ça qui manquait et que je me dis que peut-être si on avait mis ça en place, bah, peut-être qu'elle ne serait pas partie et qu'elle sera encore avec nous aujourd'hui. Donc voilà, bah, on apprend de ses erreurs, hein, tous les entrepreneurs apprennent. Mais voilà, merci d'avoir mis la lumière sur ça. ouais, cet exemple. Moi, je trouve qu'au contraire, ton histoire, elle a montré quand même que vous leur avez donné confiance en elles et qu'elles ont évolué à l'intérieur du poste. Donc pour moi, vous avez fait votre travail. C'est peut-être sur la fin, en effet, tu parlais d'intéressement financier. Pour moi, ça va avec le terrain de jeu. Ces profils-là, ils veulent le terrain de jeu, c'est-à-dire d'avoir des responsabilités en expansion. Et quand ils se sont donné un fonds, évidemment, bah, ils veulent le retour en pécunier parce que sinon, on se dit bah, Oui. pourquoi on a fait tout ça. Donc ça va ensemble. Le pécunier seul ne suffit pas. Si derrière, dans l'entreprise, et je sais bien que ce n'est pas votre cas, dans l'entreprise ça se passe mal, les personnes vont partir, au bout d'un moment, ils vont dire bah non en fait. Et inversement, que le terrain de jeu n'ait pas le pécunier à l'arrivée, bah, les personnes elles disent bah, je me fais avoir en fait. Donc les deux vont pair. Tu fais bien de le dire parce que j'en avais pas parlé. Et moi, vraiment, je me jetterai pas la pierre parce que pour moi, elles ont évolué. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être l'entreprise n'a pas été assez vite par rapport à elles, leurs envies, quoi. Elles étaient arrivées à la limite du système. Ouais, avec du recul, je me dis qu'en fait, elles étaient déjà intéressées sur le chiffre d'affaires, mais elles n'étaient pas propriétaires dans l'entreprise. Et je pense que c'est ça qu'il aurait fallu, qu'elles aient qu'elles fassent partie de l'entreprise, un certain pourcentage, peut-être. Voilà la réflexion que je me dis avec du recul. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à rebondir dessus, à nous dire ce que vous en pensez. Peut-être qu'elles sont Et là, hein, qu'elles écoutent, elles ont peut-être quelque chose à dire. ouais, peut-être si elles m'écoutent, elles se reconnaîtront et qu'elles me diront d'elles-mêmes si c'est possible pour elles de revenir ou pas. Enfin bon, voilà. Bon, ben, c'était un chouette moment passé avec toi, Héloïse. Je regrette que la qualité de l'image soit pas au rendez-vous, mais on t'entend très bien, donc on arrive bien à suivre. Donc, tant pis pour l'image, on a le son. Et, ouais. Et, C'est de la campagne, pour expliquer. Je suis passée à la fibre il y a peu, donc c'est censé être mieux, mais il y a un facteur 10 par rapport à ce qu'il m'avait promis. Et donc, bah, ça lag encore, malheureusement. ouais. Voilà, c'est la campagne. Ouais. Mais bon, on a le son, c'est le plus important. Et puis, c'est les aléas du direct, hein, comme ils disent à la télé. Voilà. Bon, ben Louise, merci beaucoup. À très Merci beaucoup. bientôt. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Héloïse ou à moi sous la vidéo ou en message privé. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, n'oubliez pas, Héloïse vous offre, suite à cette interview, 1 heure de coaching avec elle. Ça va être passionnant. Vous allez apprendre plein de choses. Et j'espère repartir avec des clés importantes pour développer votre entreprise. Voilà, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.